Ici Marie-Louise Arsenault, toujours en direct du studio 18 de Radio-Canada à Montréal à la 60e minute de cette émission. Nous accueillons sur ce plateau les 3 participants au segment Les Nouveaux Penseurs. C'est une exploration fréquente à cette émission des territoires de recherche d'intellectuels en tout genre, dont les travaux jettent une lumière pertinente sur le monde actuel selon nos invités. Alors avec nous, Chantal Maillet, professeure à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia. Bonjour Chantal. Bonjour Marie-Louise. Isiaka Mandé, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM et directeur du baccalauréat en relations internationales et en droit international de l'UQAM. Bonjour Isiaka. Bonjour. Et Pascal Navarro, journaliste, auteur, militante féministe. On peut dire ça, je pense, Pascal, certainement. Alors avec vous trois, il sera question notamment avec vous, Chantal Maillet, de Houria Boutelgia. Alors, c'est une Française qui a des origines algériennes, qui occupe beaucoup de place dans le débat public avec des propos pour lesquels elle se fait vilipender. On l'a traité de raciste, d'homophobe. Pourquoi? Et en fait, elle appartient au mouvement des Indigènes Républiques, donc un mouvement qui met la question coloniale à l'agenda politique français en ce moment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le candidat Emmanuel Macron, on se rappellera, en février dernier, lui-même a reconnu donc que la colonisation française était un crime contre l'humanité. Donc, c'était une question qui était sous le tapis très longtemps en France et qui maintenant ressurgit, une question non réglée. Il lui a donné raison d'une certaine façon. Et Boutelja, donc, je pense qu'elle appartient à cette mouvance-là qui active un peu les choses autour de la question coloniale. Merci Chantal. Donc, avec vous, ici à Commandé, il sera question de Valentin Moudimbe. Qui est-il? Valentin Moudimbe, c'est, on pourrait dire un intellectuel total, grand écrivain, philologue à l'origine, et puis aussi philosophe, sociologue, anthropologue. Alors, il a eu une écriture extrêmement complexe, très riche. Et bon, il enseigne à Duke, Stanford, et bon, je pense que c'est quelqu'un d'important, bien sûr. Très important. Walter Ben Michaels, il en sera question avec vous, né en 1948, lui aussi controversé, Pascal Navarro. Oui, absolument. Et en fait, pour tout vous dire, c'est un professeur de cégep à Québec qui m'a suggéré la lecture de cet essai l'automne dernier. Après l'apparition d'un texte que j'avais publié dans la presse et qui parlait de la presse plus et qui parlait d'intersectionnalité. Et vous savez que quand on aborde ce thème, c'est un peu délicat. Et donc, il m'avait suggéré cette lecture, mais j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais lu. Donc, c'est un peu une sorte de révélation. Oui, lui, il dénonce l'arbre qui cache la forêt, évidemment. Oui, c'est ça. On aura l'occasion d'en parler. Merci à tous les trois. Bienvenue à ceux qui joignent à nous. Qu'ont-ils à nous dire? Nouvel épisode du segment Les Nouveaux Penseurs que nous vous proposons régulièrement à l'émission. C'est une exploration des territoires de recherche d'intellectuels, de penseurs en tout genre, dont les travaux, selon nos invités, jettent une lumière pertinente sur le monde actuel. Avec nous aujourd'hui sur ce plateau, Chantal Maillet, professeure à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia, Isiaka Mandé, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM, Isiaka, mais aussi directeur de ce baccalauréat qui a l'air passionnant, baccalauréat en relations internationales et en droit international à l'UQAM. Ça l'est, hein? Oui. Et Pascal Navarro, journaliste et auteur, militant féministe. Pascal, ex-collègue d'ailleurs de Nicolas Tisley au Journal Voir. Oui, bien sûr. Pendant combien d'années vous avez travaillé ensemble? Ça remonte de où? On a commencé en 90. Une dizaine d'années peut-être. Oui, en 90. Mais on s'est connus aussi en dehors, connus, je veux dire, on se fréquentait entre amis, depuis ça aide quelques pas, années finalement, avant. la précision de fréquenter. Non, c'est ça. De plus en plus complexe. En tout cas, bref, c'est un bon ami. Alors, commençons par vos choix, Chantal. Le premier, d'abord, celui d'Houria Boutelgia. C'est une militante, on peut le dire, une intellectuelle, une chercheure. Elle est d'origine algérienne. Elle est née en 1973. Elle se définit comme étant de la 2e génération des arrivants algériens. Elle se définit, on le disait en ouverture de deuxième heure, comme une indigène en France. Elle fait partie d'un mouvement qui se définit de cette façon. Elle a été mise en lumière dans l'actualité en France à cause de la déclaration d'Emmanuel Macron qui, en février dernier, lors d'un voyage en Algérie, a dénoncé la colonisation française. Et elle, ça fait partie de son discours et c'est pourquoi elle est traitée de raciste anti-blanc, notamment. Oui. Exactement. Et discours en fait, assez, disons, affirmé. Oui, mais il faut la situer. Elle appartient à un mouvement qui est plus large qu'elle-même, le mouvement des Indigènes Républiques, donc qui a été fondé en 2006 en France, avec l'idée de mettre à l'ordre du jour de la politique française cette question donc de la colonisation et de la présence des indigènes en France. Ceci dit, Boutelja, ce qui est intéressant dans son œuvre, c'est qu'elle fait ce croisement entre la question coloniale et la question
condition des femmes. Et donc, et en même temps, elle utilise beaucoup sa propre expérience, sa propre vie, son humiliation comme point de départ. Et le dernier livre qu'elle a publié, donc, qui s'intitule « Les Blancs, les Juifs et nous vers une politique de l'amour révolutionnaire », utilise ces doubles perspectives, c'est-à-dire à la fois donc les narratifs personnels, comme on aime dire en anglais, les personal narratives, et donc la réflexion plus théorique inspirée de Frantz Fanon et des Black Panthers. Et elle raconte en début cette anecdote alors qu'elle était jeune étudiante au lycée. Comme ça, ses parents l'avaient accompagnée à l'aéroport alors qu'elle faisait un voyage avec son lycée à New York. Et elle était trop gênée que les autres étudiants voient ses parents. Donc, elle a dit à ses parents, c'est pas cool que les parents donc viennent jusqu'à la porte de... Elle avait honte. Exactement. Et elle raconte comment elle avait honte de ses parents et comment, en fait, toute son expérience d'enfant d'immigrant était noyée dans cette honte-là et comment, donc, cette honte a été le moteur de sa réflexion sur la position de ce qu'elle appelle les indigènes dans la société française. Donc, des gens qui sont constamment humiliés, qui ne font pas partie du récit national. Donc, la France, dans son universalisme blanc, n'a pas reconnu la place des indigènes ou, en fait, ne s'est pas ouverte à cette question-là. Donc, ce que fait Boutelja dans son œuvre, c'est de réfléchir aux enjeux que ça pose, mais aussi à ce qui est déjà en place. Par exemple, il y a des porte-paroles qui ont été désignés dans les dernières années pour représenter les voix minoritaires, par exemple. Elle parle de Ni pute ni soumise. Et, bon, elle appartient à ceux et celles qui ont dénoncé Ni pute ni soumise parce que, en fait, c'est un groupe qu'on a vu comme un groupe récupéré par la gauche française, un groupe qui n'a pas été capable d'affirmer une véritable politique distincte au nom des indigènes, entre autres, sur la question du voile, qui est vraiment une question, très Rappelons importante en France. ce que c'est Ni pute ni soumise pour permettre aux gens qui nous écoutent de bien comprendre. Oui, donc, Ni pute ni soumise, c'est un groupe issu des banlieues suite aux émeutes de 2004, qu'on a vu comme étant la voix des femmes du Maghreb en France, mais en même temps, donc, très inféodé au Parti socialiste et qui a pris position, par exemple, pour la loi sur le voile. Donc, on se rappelle qu'en France, on a voté une loi qui interdit, donc, le port du voile dans certains espaces, dans les espaces publics. Plus récemment, donc, on a interdit le niqab dans l'espace public sous peine de devoir, donc, suivre des cours de citoyenneté. Alors, c'est arrivé à des femmes qui ont été condamnées récemment à devoir suivre des séminaires sur la citoyenneté française parce qu'elles ont porté le niqab dans la sphère publique. Bon. On pourrait dire qu'Houria Boutelja, c'est une empêcheuse de tourner en rond. Ben oui, exactement. C'est une polémiste. Et dans son ouvrage, elle parle aussi, donc, les Blancs, les Juifs et nous. Lorsqu'elle parle des Juifs, elle dit que les Juifs se sont blanchis, que les Juifs, en fait, ils participaient au même combat que les Arabes, mais que, après la Deuxième Guerre mondiale, au lieu de rester dans cette identité, donc, révolutionnaire et combattante, ils se sont amalgamés à la société blanche. Donc, d'une certaine façon, ils sont devenus les ennemis des Arabes. Mais en fait, évidemment, je vais un peu vite ici, son propos est plus nuancé. Mais ce qu'elle essaie de faire donc dans cet ouvrage-là, c'est ce qu'elle dit un plaidoyer pour l'amour révolutionnaire. Donc, elle dit l'amour, c'est le dernier sentiment avant la haine. C'est comme ça qu'elle le définit dans un principe. Voilà. Donc, quand elle parle d'amour révolutionnaire, elle parle pas de grands sentiments amoureux, mais plutôt d'une sorte de tension constructive qui produirait la paix. Elle dit qu'en fait, l'idée, c'est d'en arriver à la paix. J'avais mis un petit signet quelque part. J'en avais mis deux, même, Chantal. J'en ai mis deux, oui, pour lire, en fait, un extrait on vous écoute. de ce passage qui est à la fin du livre où elle parle de cette idée d'amour révolutionnaire, dont elle dit le nous d'une politique de l'amour qui ne sera jamais une politique du cœur. Donc, on voit que c'est pas dans le sentiment amoureux. Car pour réaliser cet amour, nul besoin de s'aimer ou de s'apitoyer. Il suffira de se reconnaître et d'incarner ce moment juste avant la haine
pour la repousser autant que faire se peut et avec l'énergie du désespoir conjurer le pire. Ce sera le nous de l'amour révolutionnaire. Donc, en fait, elle s'inspire de Martin Luther King, des Black Panthers, qui voient dans l'idée du combat politique aussi cette idée que, bon, il faut créer des rapprochements éventuellement et que le langage de l'amour, cette idée de l'amour peut aussi faire partie de la sphère politique. On se le souhaite, évidemment, les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire de Rouya Boutelgia. C'est paru à la Fabrique Édition. Elle sera de passage à Métropolis Bleu dans quelques jours. On aura certainement l'occasion, on va essayer en tout cas, de l'accueillir à cette émission. Merci Chantal. Isiaka Mende, votre premier choix d'un penseur important, un penseur actuel, se porte sur Kwame Nkrumah. Est-ce que je prononce son nom convenablement? C'est un philosophe. Oui. Né en 1909, décédé en 72. On vous a permis un choix quand même un peu, disons, discutant. Qu'est-ce qu'il a d'actuel? Ce qu'il a d'actuel, en fait, les deux que j'ai choisis, c'est parce qu'il parle beaucoup plus de l'africanité. Le concept africanité qui est révisité de plus en plus par de nombreux auteurs, par de nombreux penseurs. En ce moment, il y a l'écriture du volume 9 de l'histoire générale de l'Afrique où l'interrogation principale, le fil conducteur, c'est l'africanité globale. Donc, est-ce que l'africanité... Oui, qu'est-ce que c'est l'africanité ici à Kamandé? Globalement, ce sont les valeurs africaines, si on veut voir. Mais réfléchir à ce qui constitue les valeurs africaines, ce qui constitue l'Afrique aujourd'hui, amène à s'interroger sur les conditions historiques de la naissance de l'Afrique. Et c'est là où c'est passionnant, où on a deux auteurs, Valentin Mudimbe, qui lui parle d'invention de l'Afrique. On va les faire coup sur coup parce qu'ils sont apparentés dans votre réflexion. Là. Oui. Et puis Kwame Nkrumah, qui lui, globalement, a eu deux démarches. C'est un philosophe qui a fait des études de philosophie aux États-Unis, qui est rentré et qui a beaucoup milité pour la création de l'État fédéral en Afrique, donc du panafricanisme. C'est le père du panafricanisme. Alors, ces deux auteurs sont très intéressants parce qu'aujourd'hui, il y a comme un ressac, une redécouverte de ce concept d'africanité, une remise en cause, en fait, globalement, de l'arrimage de l'Afrique dans le monde. On a parlé avec Felwine Sarr il y a quelques mois de cela. Tout à fait. Et on a tout ce courant. Et il y a eu l'année dernière à Dakar en octobre les ateliers de la pensée. Et les ateliers de la pensée qui regroupent en fait la plupart, ce qu'ils ont dit, les 10 intellectuels africains de l'heure. J'aurais pu en prendre parmi, mais bon, j'ai voulu un peu plus de sécurité en allant puiser dans mon panthéon. Et, oui, on vous comprend. Oui, oui. Malheureusement pour moi, le deuxième auteur est plus complexe que le premier. Que le premier. Oui, bon, Valentin Mudimbe, qui est toujours vivant, qui est né en 41 au Congo belge, on l'appelait comme ça ainsi, qui est devenu la République démocratique du Congo. Évidemment. Quelle est sa vision à lui? Alors, sa vision à lui, c'est que l'Afrique est une invention. Elle est une invention dans la mesure où toute la pensée est tributaire d'une pensée autre qui vient de l'Occident principalement. Oui, mais ça, on peut que lui donner raison d'une certaine façon. Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas aussi ténu, aussi clair pour tout le monde. C'est ce qu'il appelle, lui, la bibliothèque coloniale. Et donc, pour mieux appréhender, si vous voulez, les dynamiques africaines, il faut qu'il y ait une rupture. Et on est dans cette logique de ce qu'on, globalement, Edouard Saïd a parlé d'orientalisme et que Valentin Mudimbe, lui, il parle de plus en plus de bibliothèque coloniale. Et globalement, c'est de libérer, en fait, le discours, la pensée et les concepts, parce qu'on est dans un piège. Le piège, c'est le référent. Et le référent Afrique, il est occidental. Il est occidental. Et comment revenir aux réalités? Et c'est là où les deux auteurs sont liés en quelque sorte, parce que Kwame Nkrumah, il a eu son tropisme panafricain, je dirais, donc aller s'arrimer avec les chercheurs et beaucoup plus les écrivains afro-descendants, notamment je parle de Edward Blyden, de Du Bois, de Padmore, avec qui évidemment, il va cheminer dans le cadre du panafricanisme, qui devient non plus, en fait, une lutte pour la libération des intellectuels des Noirs dans les Amériques, mais qui a été récupérée et qui est devenue une lutte pour l'indépendance des peuples africains. Bon,
après cela, le panafricanisme va cheminer avec l'idée que Nkrumah portait de créer un État fédéral au niveau de l'Afrique. Et l'État fédéral au niveau de l'Afrique, donc avec les décolonisations dans les années 60, le tournant des décolonisations... C'est encore récent dans l'histoire, hein, ça date d'une cinquantaine d'années quand même. Donc Nkrumah est toujours actuel. Oui, oui. Ben oui, j'ai ma réponse. C'est ça. Et c'est ça, c'est cette idée de rêve continental, de continentalisme qui ne prend pas. Et puis, bon, finalement, Nkrumah est mis à minorité et il se dit probablement qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas pris. Et c'est là où il va forger, en fait, le concept de consciencisme, qui est l'ensemble, en fait, qu'il définit, lui, en termes d'intellectuel, de l'organisation des forces pour permettre à la société africaine d'assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiennes qui sont présents en Afrique. Donc, Nkrumah ici, pour lui, il faut les transformer de façon qu'ils s'insèrent dans la personnalité africaine. Parce que l'Africain, ce n'est pas l'Africain traditionnel, c'est pas que l'Africain catholique, c'est pas que l'Africain musulman, il est tout ça. Donc, si vous voulez, ce sont ces identités multiples. C'est vaste l'Afrique aussi, hein, ici à Kamandé. C'est vaste. Vaste. Et c'est ça, il faut les assimiler pour pouvoir se libérer. Et c'est là où, bon, le consciencisme devient une philosophie extrêmement intéressante puisque Nkrumah, il pose le fait que la philosophie telle qu'on l'a vue, c'est une philosophie qui est forgée dans un cadre occidental par des penseurs occidentaux. Il faut se libérer de cela pour réellement mettre en place une société qui soit ancrée, en fait, où l'idéologie intrinsèquement vient, en fait, de la société. Donc, si on veut, ici, pour Nkrumah, la philosophie occidentale est faite pour l'Occident et pas l'Occident. Et conséquemment, la prétention de cette philosophie à l'universalisme, quelque part, elle est limitée, sinon elle est fausse, nulle et non applicable. Et son idée de consciencisme, en fait, apparaît. Et c'est l'héritage, en fait, comme je vous l'ai dit tantôt. Intéressant. Non, mais est-ce qu'ils sont facilement accessibles comme auteurs, les deux? Nkrumah est accessible. Mudimbe moins. Mudimbe moins parce que Mudimbe... Plus complexe. Il est complexe, pas seulement complexe, très complexe. On va quand même placer les références de leurs principaux ouvrages ici à Kamandé sur notre site web. Avant tout, il est moine, il a eu une formation de moine bénédictin avant de cheminer, faire une des études universitaires. Parcours intéressant, on le connaît très mal, évidemment. Avec vous, Pascal Navarro, parlons d'un Américain, Walter Ben Michaels, que vous avez découvert grâce à un professeur de cégep, qui vous a conseillé la lecture donc de cet auteur. Il est professeur d'ailleurs de littérature anglaise aux États-Unis. Il est né en 1948. Oui, c'est ça. Alors, il enseigne la littérature donc à l'Université de l'Illinois. Je ne sais pas si, excusez-moi si vous l'avez dit, mais j'ai pas précisé l'université. C'est intéressant parce qu'il vient de la littérature, donc il s'embarrasse pas de recherche et d'études. Il décrète. Ça ne veut pas dire qu'il donne pas de références. Et puis il nomme aussi plusieurs études, mais je veux dire, il a plutôt le ton du journaliste. Il a d'ailleurs été collaborateur au New York Times Magazine, au Boston Globe, donc il a vraiment ce ton, si vous voulez, un peu incisif. Oui, c'est ça. Oui, mais surtout incisif. Donc, on en a parlé au Québec lors de sa parution. Le Devoir avait fait une longue entrevue avec lui, mais c'est quand même pas quelqu'un qui est hyper connu par le grand public. Donc, et pourtant, ce dont il parle est vraiment très actuel. Bon, il a réfléchi sur un sujet qu'il touche de près. Il a écrit plusieurs livres, mais celui qui m'intéresse, c'est The Trouble with Diversity, How We Learn to Love Identity and Ignore Equality. Et il met le doigt là où ça fait mal, hein, avec cette La diversité contre l'égalité. C'est publié en français. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment très très petit, très accessible. Et donc, c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, on est en plein dans ce sujet. Ça fait longtemps que c'est le cas aux États-Unis, mais au Québec, on a fini par rattraper un peu la... Ça a été lent quand même. Oui, ça a été lent. Et maintenant, ça fait l'objet d'analyse, de beaucoup d'attention, mais de plusieurs façons. Par exemple, dans les entreprises, vous avez toujours ces services à la diversité ou ces départements ou comités qui sont consacrés à cette question. Et aussi, c'est très lié au féminisme.
à travers le thème de l'intersectionnalité. Donc, c'est éminemment actuel. C'est lié au féminisme parce que dans certaines entreprises gouvernementales françaises, le comité de la diversité s'intéresse aussi à l'intégration des femmes. Et en Scandinavie, Oui, mais c'est parce que pour eux, c'est complexe, là. Mais en tout cas, en Scandinavie, dans les gouvernements, les ministères, ce sont des ministères d'égalité et de diversité. Il n'y a pas de conseil de statut de la femme, là. C'est ça. C'est vraiment, ça fait partie du même tout, de la même réflexion. Oui. Donc, bref, c'est un thème passionnant. Moi, je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment effervescent. C'est délicat aussi. Oui. Mais il est sorti de sa discipline parce que normalement, il écrit sur la beauté, sur l'esthétique, sur la politique. Mais là, il a été carrément dans le sujet. Pourquoi? Parce qu'il voit des classes devant lui depuis des années à Chicago. Donc, dans un endroit, dans une ville où il y a eu beaucoup de racisme et où il y en a aussi encore beaucoup. Aussi beaucoup de pauvreté. Et sa thèse est assez simple. Oui. Pour lui, l'attention portée à la diversité nous éloigne du vrai problème, qui sont les inégalités économiques et les classes sociales, la différence des classes sociales. Donc, selon lui, c'est une sorte de détournement. Il parle dans son livre de la volonté pour les Nord-Américains de maintenir une différence entre les races. Il dit qu'il y a vraiment cette conscience-là, alors que d'un point de vue des sciences, et c'est connu depuis longtemps, ça n'existe pas, les races. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue à entretenir ces murs, ces différences? On a remplacé la race par la culture et l'identité culturelle, et aller dire à quelqu'un qu'il n'a pas d'identité culturelle, c'est impossible. Donc, tu sais, il y a comme une sorte de... On a un peu chassé un terme pour un autre, mais en fait, il y a un détournement de sens. Oui. Mais en fait, c'est qu'on place ces identités culturelles au-delà des inégalités économiques. Complètement. Et pour lui, c'est vraiment presque un crime. Alors, on en arrive à des aberrations, par exemple, parce qu'il dit qu'un médecin blanc et un fermier blanc auraient plus en commun qu'un médecin blanc et un médecin noir. C'est quand même effectivement un peu bizarre, mais en même temps, on le comprend instinctivement qu'il y a quelque chose de différent. Donc, mais je reviendrai sur ma réserve. Donc, il fait évidemment un lien entre le capitalisme et la popularité du concept de race et d'identité, parce que accorder de l'importance aux races permet d'occulter l'accroissement de la pauvreté et des inégalités, ce qui laisse libre cours au néolibéralisme. Alors, c'est une idée défendue par la gauche qui se préoccupe, selon lui, et il leur en veut beaucoup d'ailleurs, qui s'occupe beaucoup plus de l'inclusion identitaire que de combattre les inégalités économiques. Bon, il tourne les coins ronds parce qu'il y a quand même du monde qui fait les deux, là. Et il dit en effet que le rêve américain a plus de chances de se réaliser en Suède qu'aux États-Unis. On pourrait ajouter le Canada aussi. Oui, mais surtout à l'heure actuelle. Est-ce qu'il est en train de dire que les politiques identitaires, finalement, qui sont souvent de gauche, font le jeu du pouvoir, sous-entendu le pouvoir blanc? C'est clairement ce qu'il dit. Absolument ça. Oui. Il dénonce le fait que la diversité soit devenue une sorte de fétiche. Un fétiche, et que la gauche serait devenue le département des ressources humaines de la droite. C'est une image... en regardant s'il y a quand même... Mais on le voit souvent. Non, en vous regardant tous, parce que vous réagissez. Mais oui, mais on dans les réagit politiques parce que... identitaires, moi je l'ai dit même à ce micro, la gauche est en train de devenir son pire ennemi. Ils n'ont plus besoin de la droite. Mais c'est plus compliqué que ça. J'ai dit qu'en France, c'est le cas. Ouais. En tout cas, en gros, moi, ce que je trouve dans ce regard qui est intéressant, c'est qu'il remet sur le radar l'importance des inégalités économiques, que vous n'avez rien réglé si l'université coûte toujours aussi cher aux familles et la diversité permettra que de donner à certains le même privilège qui est celui de la richesse. C'est sûr qu'aux États-Unis, ça a plus de poids. Il va plus loin aussi en disant que la diversité donne enfin une nouvelle légitimité au néolibéralisme, qu'elle instaure une égalité culturelle et identitaire dans une nouvelle vertu. Elle donne une nouvelle vertu au néolibéralisme qui, par ailleurs, exploite bon nombre de groupes sociaux et culturels en les sous-payant, voire en ne les payant pas du tout, et en les exploitant, en abusant de leurs privilèges. Il fait une comparaison, parce qu'il ne parle pas juste des races, il parle aussi des femmes. Il fait une comparaison, je m'arrêterai là, entre les femmes qui combattent chez Walmart et celles qui combattent chez Morgan Stanley, la fameuse banque, là, et il dit que ces femmes n'ont rien en commun. Et moi, ce que j'aime, c'est que ça m'oblige à trouver des arguments parce que mon combat, c'est la parité, là. Oui. Et puis que j'en ai plein, mais je vous en parlerai pas. Mais ce que je trouve intéressant... C'est vrai qu'il vous force à réfléchir autrement, Oui, mais ça fait longtemps que j'y ai pensé. Moi, je me souviens d'être allée au forum de Deauville, qui est le Davos des femmes, là, et d'avoir vu cet enjeu en 2007. Et j'étais scandalisée par ce que j'appelais le pinkwashing, là, de l'entreprise, si vous voulez. C'est une façon de donner un visage de donner bonne conscience citoyen. aussi, bien sûr. Oui, mais en même temps, il fait un peu l'économie, mais c'est ça que je trouve dommage.
c'est parce que ça fait aussi progresser. Moi, j'ai toujours été en faveur des programmes de discrimination positive et je trouve qu'on ne peut pas ne pas parler du positif que ça apporte et du progrès. Alors que lui, il balaie ça un peu du revers de la main pour servir son argumentaire, bien sûr. On va placer les références de cet ouvrage quand même important sur notre site web. Alors, mesdames, il va falloir qu'on soit très disciplinés. Il reste 6 minutes à cette émission et il y a 2 penseurs. Ah oui, mais c'est une penseuse dont vous voulez parler et vous tenez à dire penseuse, d'ailleurs, Chantal Maillet. Sarah Ahmed, elle est auteure féministe. Elle est née en 69. Elle a démissionné l'an dernier du Goldsmiths College alors qu'elle était professeure. Elle a dit que c'était parce que le collège était incapable de faire face aux plaintes d'harcèlement sexuel des jeunes étudiants. C'est un geste courageux, un personnage très intéressant. Hein? Absolument. Ouais. Et en fait, j'enchaîne avec la discussion amenée par Pascal sur la diversité parce que elle a produit un ouvrage très important sur la diversité. Donc, pour la situer rapidement, Sarah Ahmed, c'est une penseuse féministe dans la mouvance postcoloniale, mais ce qu'elle dit sur la diversité, c'est qu'en fait, la diversité, c'est un amalgame que les Blancs ont créé pour enfouir un ensemble de réalités qui n'ont rien en commun. Par exemple, la réalité. Oui, mais elle le fait, elle, dans le sens pour dire que ça ne va pas assez loin, la diversité, que la diversité, c'est un peu l'esprit blanc qui s'achète une bonne conscience en faisant cet amalgame de réalités, donc de genre, de race, de classe, etc., mais qui, au fond, est inscrite dans cette logique que c'est la pensée blanche qui reste centrale et dominante. Mais je voudrais mentionner rapidement que, en fait, ce qui est intéressant avec Sarah Ahmed, c'est qu'elle est là où on ne l'attend pas. Elle publie un ouvrage par année, pratiquement. C'est un peu punk, hein? Et absolument, son avant-dernier ouvrage, c'était sur la féministe rabat-joie. Et j'adore cette idée, donc, parce que elle a aussi écrit un ouvrage sur le bonheur, dans lequel elle dit que le bonheur, c'est en fait une notion dépolitisante, une notion qu'on a utilisée pour empêcher les gens de voir que si on s'implique dans un combat, en fait, ça va pas nécessairement avec le bonheur. Et donc, elle a cette figure de la féministe rabat-joie. En fait, c'est ça. Et elle dit donc de cette féministe rabat-joie que c'est une fonction qui est nécessaire parce qu'il faut dénoncer, il faut être là pour, dénoncer les choses, mais essayer de vouloir changer l'ordre établi. Alors, d'une certaine façon, je pense que c'est très subversif, cette idée de la féministe rabat-joie. Et donc, son propos sur le bonheur me semble aussi une réflexion qui est riche, qui est inspirée. Et au niveau des filiations, elle est proche de Judith Butler, mais elle est peut-être l'incarnation plus moderne, plus contemporaine de Butler, qui se perd un peu dans des thèmes, sur des enjeux plus politiques dans les dernières années. Elle est moins dans le féminisme. Donc, et Sarah Ahmed, elle est en tournée de façon permanente. Je pense que le fait qu'elle ait démissionné, ça lui donne la liberté, ça l'a libérée. Hein? Elle est venue à Montréal, Ottawa, donc je pense qu'elle va revenir bientôt. Alors, c'est une penseuse féministe à explorer, à découvrir. Et on a commencé à traduire son œuvre en français. Bonne nouvelle. Avec vous, Pascal Navarro, on va parler en terminant de Françoise Collin, féministe elle aussi, philosophe. Oui. Je vous ai donné ma feuille. Ben oui. Née en 1928, décédée en 2012. Elle est née en Belgique, donc d'origine belge. Et elle aussi, elle a brassé la cage toute sa vie. Oui, tout à fait. Bon, Chantal et toutes les personnes qui travaillent avec le féminisme connaissent Françoise Collin, mais je suis pas certaine non plus encore que le grand public la connaît. On a publié chez Remue-Ménage une anthologie québécoise, donc 1977-2000, mais qui en fait regroupe ces textes qui ont paru dans diverses revues et qui ont été prononcés lors de colloques, des choses comme ça. Donc bref, toute sa présence au Québec parce qu'elle a eu beaucoup de collaborations. Cette anthologie a été montée par Marie-Blanche Taon, qui est professeure qui est chercheure au département anthropologie, l'Université d'Ottawa. Oui, sociologie, anthropologie. Oui. Et puis elle lui fait d'ailleurs un bel hommage. C'est très intéressant parce qu'elle la replace beaucoup aussi dans le contexte de toutes ces années parce que ça couvre quand même 30 ans, là. C'est quand même beaucoup. Oui. Et puis, il y a aussi le livre de Diane Lamoureux avec qui elle a collaboré qui s'appelle Pensée rebelle. Et dans ce livre, encore au Remue-Ménage, et je vous parle de celui-là parce qu'il vient de sortir l'anthologie. Il y a un an et quelques. Si on peut épingler l'essence de la pensée féministe de Françoise Collin. En fait, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas par où commencer, mais en tout cas, je vais essayer de dire. Moi,
une chose qui m'a beaucoup intéressée et que je voulais, c'est qu'elle exprime bien la tension entre la radicalité et le réformisme. Chantal, tu me corrigeras si je vais trop vite. C'est-à-dire qu'elle explique bien qu'on peut vouloir changer la racine aussi, mais on peut aussi choisir de vouloir réformer et que ça va toujours produire des tensions dans le mouvement. Elle parle aussi de ce dialogue, la question du dialogue. Ce qu'elle dit, c'est que le féminisme ne peut pas se parler d'une seule voix, qui doit arriver à donner la vie à toutes ces voix, à donner la place à toutes ces voix. Mais en fait, c'est même pas une place, si j'ai bien compris aussi. C'est que, et ça c'est intéressant, le féminisme ne peut pas s'identifier et s'adapter aux politiques. Il faut qu'il invente, il faut qu'il crée. Et ça, c'est, je pense, tout l'enjeu, parce que là, on est beaucoup dans les réformes. Quand je vous parle de parité, c'est rien. Bien sûr. Ça. Mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Après, il faut inventer, il faut faire quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'elle est c'est ça qui m'intéresse chez elle. Voilà. Oui, ça donne un peu d'espoir. Oui, Pascal Navarro, Chantal Maillet et ici à Commander, on va évidemment placer les références de vos choix de penseurs et de penseuses. Chantal, sur notre site web. Merci à Nicolas Titley et à Marc Coiteux. Merci à la formidable équipe. On vous embrasse. À demain.